Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Romiti. Salut Julien. Salut Fabien. Donc Julien, tu es ingénieur de piste dans le Ouais. sport automobile. On va parler un petit peu de ce métier et surtout des coulisses, de savoir comment ça se passe. Je sais que c'est un métier, une passion qui plaît beaucoup et de plus en plus Ouais. à travers les tendances actuelles. Avant d'expliquer tout ça, est-ce que tu peux me donner ta définition de ton métier comme si tu l'expliquais à un enfant de 5 ans? Ouais, c'est une bonne question là. On va dire c'est la personne, on voit toujours le pilote. Les enfants rêvent de rouler dedans. On va dire c'est la personne qui fait rouler la voiture, si on doit l'expliquer le plus simplement possible. Ouais. C'est vrai que de l'extérieur, c'est un sport très individuel, très solo, mais au final, avec une vraie équipe et un vrai team derrière. Ouais, c'est vraiment une définition, on va dire globale, hein, parce qu'en effet, il y a le team spirit est vraiment, l'esprit d'équipe est vraiment important. Il y a une grosse catégorisation, hiérarchisation dans le fonctionnement. Mais en effet, c'est une équipe qui est là derrière un pilote, et c'est un groupe, c'est vraiment un collectif. C'est quelque chose qui t'est venu sur le tard ou tu as commencé tes études avec cette vision d'aller sur le poste d'ingénieur? Alors, plutôt sur le tard, ouais. C'est l'idée de base et le rêve de gosse, on a tous un métier de rêve. Moi, c'était d'être pilote d'avion. J'ai tout fait pour, j'ai pas réussi. Et dans le cursus, en fait, se développaient les études autour de la prépa, des écoles d'ingénieurs. Et j'étais passionné, on va dire, de deux roues à la base. C'était peut-être l'époque Valentino Rossi et cette ascension-là. J'avais les posters plutôt de moto. Et au final, sur le tard, par l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais, j'ai mis un pied dans le sport automobile et ça m'a plus rapidement plu. Et après, c'est devenu, en fait, la passion a grandi au fur et à mesure des années, en fait. Et allez, je vais pas dire qu'elle est à son apogée, parce qu'il me reste encore, je pense, quelques années, mais Je te le souhaite. ouais, mais non, non, c'est vraiment quelque chose qui est grandissant et c'est une vraie passion. C'est une vraie passion maintenant. Et quelle différence tu ferais justement entre les deux quatre roues, entre la MotoGP et la F1 par exemple? C'est deux univers. C'est vraiment deux disciplines de sport mécanique. Il y en a plein d'autres. Alors, c'est les deux plus médiatisés, je pense, la Formule 1 et la MotoGP, mais il y a de multiples. Il y a de la motocross, il y a pareil il y a le rallye, il y a le WRC. Donc, c'est pas du tout un métier que je maîtrise. Nous, c'est vraiment de la pratique sur circuit. La monoplace, j'en ai fait mon métier, mais il y a de multiples facettes au sport mécanique. Ouais, il y a pas mal de. La MotoGP et l'auto, on va dire, sont les deux plus développés, si on peut dire, et les deux plus médiatisés. Enfin, la Formule 1 en l'occurrence. Dans ton parcours, dont tu as fait une école d'ingé, Ouais. notamment, qu'est-ce que tu vois dans ces métiers-là? Parce que c'est finalement ingénieur de piste, tu vas nous l'expliquer. C'est très vaste, c'est très diversifié parce qu'il faut aussi bien savoir parler de façon mentale et technique à un pilote sans le brusquer que parler à la voiture et aux pièces auto. Il y a deux aspects majeurs, enfin, que moi je définis dans ce métier-là. Il y a le premier, en effet, sur le travail sur le pilote en lui-même. Donc, c'est vraiment la connaissance du pilotage, de l'humain. Mais ça, c'est quelque chose qui est grandissant, c'est-à-dire qu'on en apprend à chaque fois, chaque pilote est différent. Il y a un travail sur l'humain, comprendre ce qu'il ressent, comprendre, lui faire comprendre ce qu'il ressent, parce que des fois, ressentir c'est une chose, mais le retranscrire c'en est une autre, donc c'est une partie du métier. Le faire progresser avec ça, parce qu'à l'inverse, il a beau ressentir des choses, mais il faut aller au-delà, il faut découvrir de nouvelles, enfin, des choses qui ne sont pas innées, l'équilibre, les par exemple, des choses qu'on a, mais il y a des choses qu'on développe, donc ça c'est la partie humaine. Et après, il y a la partie technique qui est tout aussi passionnante, et là pour le coup c'est la machine, c'est la manière de tirer la quintessence. Si on résume, il y a un cerveau qui a construit la voiture. Donc les formules, les catégories dont je travaille, c'est beaucoup du monotype, c'est-à-dire que nous, on nous a fourni un véhicule et c'est à nous d'en tirer la quintessence. Il y a plein de catégories, la Formule 3, la Formule 1, où là on va aller développer sa propre machine, mais c'est vraiment la partie mécanique, enfin mécanique, la partie matérielle, l'autre partie du métier, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, que ce soit en mécanique, que ce soit en l'aspect thermique de la voiture, et le lien entre les deux, en fait, parce qu'au final, ça reste un humain. On parle souvent, c'est un sport où maintenant c'est les ordinateurs qui le maîtrisent, mais il reste un être humain au volant, et c'est lui qui en fait c'est vraiment l'adéquation des deux qui en fait la victoire, enfin, qui mène à la victoire. Et bien, ça suffit des fois même pas, donc. Oui, pas tout le temps.
et faire en sorte que les deux ne fassent qu'un au final, qu'il y ait une vraie symbiose entre la machine et l'homme. Oui, oui, oui. Votre rôle, c'est aussi d'être le relais entre ces deux. Et... Oui, oui, il y a nous, l'objectif de l'ingénieur vraiment, c'est d'aller fournir les meilleurs réglages à l'instant donné. Parce que quel que soit le format ou ce qu'on va travailler, la voiture n'aura pas les mêmes réglages. Si on est sur des relais longs, si on va chercher une course, si on est sur une simulation de qualif, si on est sur une qualif réelle, qu'on soit sur un pays nordique en plein hiver ou qu'on soit un pays comme Budapest ou des pays de l'Est où il fait plutôt chaud. En fait, les problématiques sont différentes. Donc nous, notre métier est d'aller fournir la meilleure machine possible aux pilotes et qu'on a dans les catégories inférieures, type Formule 4, Formule 3, la chance encore de travailler sur le pilote. Et après, quand on arrive sur les catégories, alors je parle bien sûr de monoplace, mais c'est mon métier de base, mais il existe d'autres catégories en berline, en GT, en monotype. Et après, quand on arrive sur les catégories supérieures, on estime que le travail sur le pilote en amont est déjà fait, ses driving skills, ses compétences sont déjà là, et on va travailler sur ça pour en effet aller le faire progresser. Mais le travail sur l'humain est important au début et continue malgré tout après. Quand est venue cette passion assez jeune, alors bon, d'abord par la moto, mais quand est venue cette passion et cette envie de te consacrer vraiment au sport auto, parce que on va en parler, c'est vraiment prenant comme métier. C'est super prenant, oui, pardon. Et c'est par opportunité. Je vais pas dire c'est un hasard, mais l'école d'ingénieur dans laquelle je suis allé, donc en l'occurrence à La Rochelle, une école en génie des systèmes industriels, pas de lien à la base avec le sport automobile. Et il y avait dans cette école-là une association de sport automobile. Des jeunes avant moi, des étudiants, il y a des associations d'échecs, il y a des associations de karting, il y a tout un tas d'associations au sein des écoles. Et il y avait cette association-là qui faisait rouler, en l'occurrence c'était une Peugeot 206 à l'époque, sur des courses d'endurance. Ça m'a plu, en fait ce côté sport mécanique, ça m'a plu en fait, donc j'ai commencé, on était une dizaine de jeunes à faire rouler cette voiture-là, sans aucun bagage technique. Ça c'est une évidence avec le recul, mais on le savait pas, mais au final c'était pas plus mal au début, l'insouciance. Et il se trouve que la personne qui avait créé cette association-là au sein de l'école s'est retrouvée dans une écurie, à La Rochelle également, qui a généré un programme avec des étudiants de l'école. Et tous les ans, il y avait 2 étudiants avec un aménagement de calendrier, un aménagement des cours, qui pouvaient, sur les temps libres au début, et après petit à petit, aller travailler avec l'écurie. Donc à la base, on n'était que sur le côté matériel du métier, autour des acquisitions de données. C'est-à-dire que beaucoup d'ingénieurs démarrent comme ça, ce qu'on appelle l'ingénieur data. On était sur du matériel, la mise en place des faisceaux, la création, et petit à petit, le métier s'oriente un peu plus vers tout ce qui est le traitement des données. Et moi, j'ai eu cette chance-là, en fait. Donc, première année de cycle ingénieur, ça n'était que du côté matériel. Aménagement, j'ai fait un stage, mais limite ouvrier. Au final, l'été, j'ai dit, j'avais 2 mois de stage à faire. Donc, je suis resté avec l'écurie pendant l'été. Avec le gars des pneus, avec le gars de l'essence, parce que tous les postes sont bien définis pour vraiment voir le fonctionnement et toujours ce côté ingénieur à garder en tête. C'est-à-dire que quand il y avait les débriefs entre l'ingénieur et le pilote, moi j'étais derrière. Alors à l'époque, je me rappelle encore, c'était Charles Pic, qui était un pilote assez marquant, qui a continué après à arriver en F1. Et ils parlaient entre eux. Et moi, je regardais l'écran, essayer de comprendre, parce que le pilotage, c'était pas mon domaine, et comprendre ce qui se passait en fait entre ce que disait, ce que ressentait le pilote, parce que c'est du ressenti, et ce que voulait se canaliser l'ingénieur. Et petit à petit, ça arrivait comme ça. Et sur la dernière année de mon stage de fin d'études, donc dernière année cycle, donc c'est la 5e année du cycle ingénieur. À partir du mois de janvier, on est en immersion totale dans une écurie. Je suis resté dans l'écurie où j'étais pour les 6 mois, et il se trouve que les pilotes à l'époque étaient entre autres Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne. Il y a notre pilote Andrea Caldarelli, qui est un pilote italien qui lui maintenant s'illustre dans le monde de la GT.
Et c'est les pilotes qui avaient un très fort potentiel, qui étaient déjà soutenus par Red Bull à l'époque. Donc Daniel Ricciardo était encore dans la filière Red Bull. Jean-Éric Vergne ne l'est plus, mais donc j'avais cette chance-là, cette confiance-là aussi, parce que le team manager, clairement, c'était une marque de confiance. Hein, C'est un rôle important. ouais, moi, plutôt jeune, s'occuper de pilotes qui étaient à peine plus jeunes que moi, au final. J'étais à peine plus vieux qu'eux, mais voilà, c'est vraiment une notion de confiance. Et encore une fois, l'esprit d'équipe, on n'est pas livré. Enfin, c'était pas moi, Junior Miti, qui faisait marcher le pilote, en fait. Hein. Lui a son talent, et c'était toute l'équipe autour, tous les débriefs entre ingénieurs. On était, je crois, il y avait 6 voitures qui tournaient dans le championnat d'Europe. On était 3 ou 4 ingénieurs, le double de mécaniciens. Donc, ça a été par opportunité et j'ai jamais, au final, travaillé dans l'industrie, système industriel. Par contre, bon, les systèmes se sont appliqués au sport auto, et j'ai toujours continué à faire ça, toujours vécu cette passion-là et vécu de cette passion-là. Sans le savoir à l'époque, tu étais entouré des meilleurs, puisque pour ceux qui ne savent pas, Jean-Éric Vergne, 2 fois champion de FE. Ouais, Jean-Éric Vergne, double champion du monde donc de Formula E, Formula I, comme les prononcent les Anglais pour le côté électrique. Daniel Ricciardo, pilote pour Toro Rosso, puis Red Bull. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des pilotes non titrés qui a le plus de victoires en F1. Et en effet, ça a été cette chance-là. On ne le savait pas. Enfin, si, on le savait, mais Tu voyais le potentiel, ouais, mais clairement. Il y a des pilotes qui se démarquent. Enfin, c'est comme tout. Il y a des personnalités qui se démarquent. Il y a des talents qui se démarquent. Donc oui, on avait cette écurie-là, en l'occurrence. On a vu passer pas mal de jeunes. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits au niveau de la stratégie de l'écurie, de prendre ou non certains jeunes, de faire des efforts ou non financiers sur certains contrats. Mais ça tire tout le monde vers le haut. Quelqu'un qui est capable d'emmener la voiture dans ses retranchements, ça fournit une bonne base de données qui est notamment utile pour progresser, qui est utile pour l'année suivante. Donc c'est un cercle vertueux. Et en effet, ouais, ça a été. C'est pas une carte de visite parce que je m'en sers pas de carte de visite, c'est pas le but. Mais par contre, pour moi, ça a été une source d'enseignement et qui a été exceptionnelle. Au final, oui, qui était exceptionnelle. On pouvait pas rêver de mieux. c'est sûr. Et une fois que tu as fini ton stage, quelle a été la suite? L'année scolaire s'est terminée fin juillet. Je savais en amont que j'étais embauché par l'écurie. C'était un contrat, c'est-à-dire que les pilotes, le contrat est sur un an, donc sauf fait exceptionnel, mais je savais déjà que j'étais embauché par l'écurie. Je travaillais déjà pour l'écurie, non pas en tant que stagiaire, contractuellement. Parce qu'il y a quand même des données sensibles, il y a toujours des choses comme ça, donc en tant qu'ingénieur. Et j'ai continué dans cette écurie-là jusqu'en 2010 à peu près. Ça a été les années. L'écurie, après, chaque année c'est un peu redistribué en fait, hein, le choix des catégories, des pilotes, des choses comme ça. On a continué jusqu'en 2010. L'écurie a fermé à ce moment-là. Et ça a été un choix de ou continuer une année un petit peu de transition, ou continuer dans le sport auto. J'avais notamment un poste qui m'était proposé en Angleterre en tant que team manager. Et ce poste-là, enfin en l'occurrence sur Pau maintenant, donc au sein de l'école de pilotage GTRO, en tant qu'ingénieur, peut-être, et c'était pour moi l'occasion peut-être de calmer un peu, parce que même si j'ai pas fait longtemps, on va dire c'était 4-5 ans au niveau, c'était quand même éprouvant. Et c'était de dire peut-être que l'école de pilotage, GTRO en l'occurrence l'école de pilotage, une manière différente de voir le sport automobile, toujours vivre de ma passion, une manière plus calme aussi, ça je vais pas le cacher, de vivre ma passion. Et je suis parti, donc je suis arrivé ici courant 2010 sur Pau. Pour maintenant, on est en 2024, donc 13 ans plus tard, 14 ans plus tard, ne pas y être parti. Je m'étais trompé sur le fait que ça allait être plus calme, parce que voilà, l'investissement, mon investissement personnel, il est toujours à 100%. Donc j'ai continué à travailler de la même manière que je faisais pour l'écurie. Et la compétition m'a manqué rapidement. C'est vrai que ne faire que de l'école, alors c'est un côté fantastique, hein, ce côté de pouvoir transmettre
à l'époque, on travaillait, on va dire, en compétition, on est 20 personnes pour un pilote ou deux sur les catégories. Là, c'était l'inverse. En fait, on avait une équipe de 5-6 personnes lorsqu'on fait les stages, ou une dizaine de personnes, mais pour un volume de 1000 à 1500 personnes sur l'année. Donc, la transmission était bien plus importante et l'échange était totalement différent. Mais la compétition manquait quand même. Donc, j'ai continué à côté de l'école à proposer mes services, que ce soit pour encadrer, enfin pour aider en tant qu'ingénieur de piste de la compétition, en monoplace toujours, parce que je ne vais pas dire c'est ce que je sais faire, mais une voiture, ça reste 4 roues, un moteur, un châssis, il faut tirer la quintessence de ça, n'importe quelle que soit sa conception, mais L'approche n'est pas la même suivant les compètes. l'approche n'est pas la même, exactement. Et j'avais la volonté peut-être de travailler pour les 24 heures du Mans. Quand je dis souvent de faire les 24 heures du Mans, mais c'est pas moi qui suis au volant, c'est pas mon loisir de piloter. Enfin, pour le coup, ma passion est vraiment de faire rouler ces voitures. Donc, j'ai travaillé avec des écuries en endurance sur des petites courses, 3 heures, 4 heures au début, pour se familiariser à ça. Parce que je maîtrisais absolument pas ce domaine-là. Nous, les courses, c'est 25 minutes de sprint, on donne tout pour 25 minutes et après, c'est terminé. Là, les 24 heures, c'était totalement différent. C'est une approche qui est différente que je connaissais pas. Parce que la course en elle-même, c'est une semaine. La préparation en amont, c'est quasiment un mois avec les journées de test. J'ai fait ça, j'ai fait de l'endurance. On a eu plusieurs courses de 24 heures pour des écuries privées. Et bon, c'est plaisant, mais c'était très chronophage. Et j'avais toujours cette volonté de continuer. Enfin, c'est pas une volonté d'ailleurs, c'est plutôt une passion de continuer pour la monoplace. Donc, j'ai réduit un petit peu la voilure sur le côté GT, endurance. L'école de pilotage également, prenant un peu de temps, donc il fallait que je puisse mener tout de front. Et on s'est récemment, on va dire, je dis ça avec mon associé actuel et qui est le créateur de l'école qu'on a maintenant, GTRO, mais plutôt de rester autour de la monoplace, réduire à proprement dit le côté compétition, le côté course et se concentrer sur l'amont, c'est-à-dire tout ce qui était préparation, formation de jeunes pilotes. Et accompagnement, voilà, la course au final c'est bien souvent le week-end. Week-end qu'on a peu avec l'école de pilotage, qui est une prestation principalement de loisirs, donc qui se fait également au week-end. Donc on pouvait pas tout mener de front. Donc c'est pas une décision. C'est une évolution qui s'est fait comme ça, à faire rouler plutôt des jeunes en parallèle en formation parallèle de l'école de pilotage, qui elle s'adresse à l'inverse. On n'a pas comment dire, on n'a pas de vocation à former des pilotes, c'est vraiment du loisir. Alors, il y en a qui ont cette volonté-là, qu'on peut accompagner, il y a des gens, mais 99%, c'est pour du loisir, sur une ou deux fois, ce sont des cadeaux, on est vraiment dans le loisir pur, un moment de détente, que ce soit de la découverte à la journée complète. Hein. Oui, et comme tu l'as expliqué, un pilote, ça se prépare, mais ça se prépare très tôt. Pour les non-initiés, ça commence au karting, quand ils sont encore vraiment gamins. Ouais, ça commence tôt. La voiture est limitée. Il y a eu quelques déboires. Il y a eu la voiture commence vers l'âge de 14-15 ans, on va dire. En amont, ils se préparent au karting. On va dire c'est à l'échelle. Hein. Faut pas imaginer que des enfants pourront se préparer plus tôt. Faut leur donner un matériel à leur taille, à leur échelle. Et on va faire quelques années de karting, se préparer je crois que c'est à partir de ça. Alors, ça commence plus tôt, mais la compétition sérieuse, c'est pas un métier que je maîtrise le karting, mais à partir de 7 ans, il me semble. Donc de 7 à 14 ans, on a déjà quelques années de compétition à très haut niveau, par contre, parce que le championnat, enfin, on parle le championnat du monde hein, pour la plupart. Et nous, par la suite, à partir de 15 ans, à peu près 15-16 ans, ça va être l'âge où les premières compétitions sont accessibles et donc les premiers roulages également, les premiers roulages 15-16 ans, ça va être le début de l'apprentissage en fait en monoplace, mais sans aucune vocation de compétition, enfin Hmm. d'aller en course. La guerre c'est plus tard. D'abord on s'entraîne et l'entraînement, la préparation, ouais, on va dire 15-16 ans à peu près. Oui, et puis tu vois le niveau, parce que champion de karting ne veut pas dire champion en monoplace aussi. Non, en effet. Voilà, il y a eu quelques déconvenues. Après, ce qui est sûr, c'est que l'outil est différent. Alors, la gestion de la course est assez similaire. On va dire l'agressivité, l'attaque. L'agressivité, c'est pas négatif, mais la tonicité du pilote, elle est là. Sa lecture de la course, sa gestion du stress, c'est tout autant de choses qui déjà se préparent. Et après, la pression, en fait, hein, simplement la gestion de la pression. C'est-à-dire qu'un jeune qui a déjà roulé, qui a déjà connu des manches de championnat du monde,
avec la pression qu'il peut y avoir, le stress, est différent d'un jeune qui va démarrer. Alors ça peut se faire, hein, ça se fait même très bien. Il y a l'Autosport Academy en France et il y a les filières F4 à travers le monde. La Formule 4, c'est maintenant la catégorisation la première catégorie en fait, pour accéder au monde de la monoplace. Bien souvent de la compétition, parce que même si après on s'oriente vers d'autres programmes GT, le début commence souvent en monoplace avec l'idée secrète d'arriver en F1. Beaucoup de jeunes ont cet espoir-là. Enfin, c'est Normal. même pas un espoir, c'est plutôt une passion, Une volonté. un Ouais. objectif. Ouais. Vraiment un objectif, voilà. Le Graal, ça reste la Formule 1. Donc ça se prépare en amont, en fait. Mais c'est comme tout sport. On va dire, brûler les étapes, ça sert à rien, mais la préparation, c'est primordial. On peut pas arriver comme ça, on peut pas avoir la prétention et c'est pas qu'une question d'argent. Alors, le sport auto, il est très lié au côté financier, mais on peut pas avoir la prétention, quel que soit le sport, que ce soit le foot, que ce soit le golf ou les sports matériels, l'équitation, la natation, quel que soit le sport, on peut pas se jeter dans la piscine et dire c'est bon, j'y vais. Il y a une préparation, ça on le voit pas. Bien souvent, on voit les sportifs quand ils commencent à être connus, on voit leurs déconvenus, on voit ça, mais on voit pas le temps qu'il y a en amont. Donc nous, c'est là où on intervient avant. Tout ce travail de l'ombre, justement. Ouais. Et tu expliques, c'est là où tu interviens. Tu as le cas récent d'un pilote que tu as accompagné comme ça, que tu as pris, on va dire, à la sortie de karting au début de son travail à monoplace. Oui, tout à fait. En fait, on parle souvent du jeune Pourchère, en fait, Théo Pourchère. Ouais. C'est un jeune donc, qui est originaire de Grasse, dans le sud-est, qui est arrivé chez nous par le biais de notre réseau. Il n'y a pas de communication à proprement dit, hein. C'est plutôt de bouche à oreille qui se fait. Et on a fait rouler ce jeune-là. Donc ça démarre tôt, parce que je crois qu'à l'époque, on parle de 2017, si je ne dis pas de bêtises, les premiers roulages. Ça démarre assez tôt dans sa carrière. On entend parler de lui depuis maintenant, pour ceux qui suivent un peu plus tôt, mais maintenant depuis 2 ans, où on l'a accompagné. C'est-à-dire qu'on a démarré des roulages avec une monoplace, donc une F4 en l'occurrence, pour se préparer, pour comprendre ce que c'est le sport automobile, une voiture avec de l'aéro, comment ça fonctionne. Après, c'est un gamin qui a un potentiel fantastique. Euh, Nous, on peut pas prétendre, on peut pas avoir la moindre prétention de dire qu'on a fait de lui un champion. C'est un peu comme un diamant. Il est brut, il a déjà quelque chose à l'intérieur de lui. Nous, on est juste là que pour le façonner. On peut pas avoir la prétention de quoi que ce soit. Par contre, c'est un gamin qui sortait du championnat du monde, je crois, avec un vice-champion du monde de cartes, hein, des records de précocité. Alors ça continue encore parce que c'est encore le plus jeune vainqueur de Formule 2 à Monaco. C'est le plus jeune vainqueur à Monaco. C'était l'an passé ou l'année précédente, il me semble. L'année précédente, il me semble. Donc des records de précocité. On s'est occupé de nous sur son année de préparation, sur les 18 mois de préparation. Il a intégré la FFSA, l'Autosport Academy. Il est champion de France junior, il me semble, en F4. Il intègre un championnat de Formule 4 Allemagne, oui, Formule 4 allemande, qui gagne le championnat d'ailleurs, il me semble, première année, il gagne le championnat, et ainsi de suite jusqu'à la F2. Il est pilote de réserve Sauber Academy. Écurie de F1. Écurie de Stake maintenant. Stake, voilà exactement, en fait, qui prend le nom des sponsors, mais voilà, écurie de F1, troisième pilote de réserve, donc ce qui est pas rien. Vainqueur en titre du championnat de Formule 2, donc championnat du monde, hein. Ils sont 20 pilotes ou 22 pilotes à se battre pour cette couronne-là. Qu'on appelle souvent l'antichambre de la C'est F1. c'est l'antichambre. C'est l'antichambre. Enfin, beaucoup de pilotes sont passés par là, ont eu ou non le titre. Enfin, c'est pas la couronne qui fait le palmarès, mais en effet, c'est l'antichambre de la F1. La plupart des écuries sont privées, mais sont soutenues par des constructeurs. Les voitures, on les reconnaît, elles ont déjà la couleur des F1 qui tournent sur les mêmes week-ends de course. Donc, en l'occurrence, Théo, il avait la voiture aux mêmes couleurs que Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas, qui était chez Alfa Romeo à l'époque. Donc, il y a Alpine, le constructeur, l'écurie qui est également présente en F2. Il y a Mercedes, il y a Ferrari qui a des pilotes. Si je dis pas de bêtises, McLaren. Red Bull. Bon, Red Bull n'a pas des. Enfin, Red Bull suit des pilotes au final. Donc, il y a 3-4. Il y avait même peut-être 5 voitures aux couleurs Red Bull sur le plateau. Peu déroutant, seulement. Enfin, après, c'est un partenaire majeur, hein, Red Bull. Enfin, moi, en l'occurrence, hein, quand j'ai commencé, déjà il y a maintenant une quinzaine d'années, ils étaient déjà présents. C'était un petit peu les débuts. Je pense que ça va faire 20 ans maintenant que ça a investi dans les sports mécaniques et dans les sports en tout genre, Red Bull. Donc oui, c'est un sponsor et maintenant un constructeur majeur du sport auto. Et donc tu expliquais, mais pour les non-initiés,
La F1, F2, F3, F4, c'est vraiment à chaque fois, on va dire, une division, une ligne. Et on ne peut pas passer de la F4 à la F1. Donc il y a vraiment ce côté échelon processus euh, que tout le monde doit suivre pour arriver à... Oui, 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 enfin, je vais pas dire c'est conseillé, mais on peut pas sauter les étapes. En effet, les voitures, les puissances grandissent à chaque échelon. Chaque voiture correspond à un règlement qui est bien déterminé par la FIA, auquel on s'y conforme, hein. C'est-à-dire que nous, les voitures qu'on utilise sont identiques à celles des championnats. Formule 4, on est sur une voiture vraiment école qui fait 140 chevaux, 140-150 chevaux, sur un poids. Ce qui est déjà pas mal, parce que Ah, ce qui trop de puissance. Voilà, exactement. En école de pilotage, c'est des voitures qu'on utilise par exemple, les F4 qui font 150 jusqu'à des F3 qui font à peu près 200 chevaux. F3 école, j'entends. Et en effet, on est sur des rapports pas puissance, des voitures de l'ordre de 500 kg. Donc en effet, les puissances sont réduites par rapport à ce qu'on peut entendre tous les jours. On n'est pas dans un gros SUV de 350 chevaux, mais les performances sont fantastiques. Les performances sont fantastiques. On passe donc de la F4, on passe à la F3, plusieurs catégorisations, la F3 régionale, la F3 FIA, qui sont simplement des évolutions de monoplace. On est sur les voitures qui sont de l'ordre de 300 à 450 chevaux. On passe à la F2, monoplace qui fait 650 kg, 700 kg pour 650 chevaux. On a un rapport poids puissance qui devient quasiment 1 pour 1. Et après, on passe à la F1. Et juste entre ça, existent d'autres catégories. On peut avoir la Super League au Japon. En l'occurrence, on parlait de Pourchère. Donc, c'est une année qui va faire, lui, en l'occurrence au Japon, en Super League Formula, qui sont des autos qui se situent entre la F2 et la F1. Mais tous les continents ont leur championnat. On connaît, nous, en Europe, donc cette catégorisation-là, F4, F4, F3, F2, F1. Il existe aux États-Unis une catégorisation similaire, si on peut dire qu'ils ne portent pas les mêmes noms, mais similaire. Dans les pays asiatiques également. Donc il y a toute une catégorisation qui existe. Mais la monoplace, enfin, c'est vraiment international. Les voitures peuvent changer, les profils peuvent changer, les championnats, mais on a toujours cette catégorisation-là pour aller vers la Formule 1. Et de voir le dernier petit poussé Théo Pourchaire que tu as connu il y a 7 ans, à le voir aujourd'hui pilote de réserve et avoir même fait des essais libres dans une F1, ça va faire quelque chose quand même. Ah, oui, c'est toujours plaisant. Alors je sais pas, je parle pas pour les autres. Moi, enfin, je cherche pas ça, je me gargarise pas de ça. C'est pas quelque chose dont je vais parler. Alors, je vais en parler avec plaisir, mais ouais, c'est quelque chose qui est plaisant. Surtout quand l'humain vaut la peine. C'est le cas de Théo au final parce que c'est vraiment une personne très agréable. Il y a tous les profils comme dans tous les cœurs de métier. Il y a eu des pilotes qui étaient talentueux, moins agréables. Alors je veux dire j'ai de la chance au final parce que tous ceux avec qui j'ai travaillé, ça s'est plutôt bien passé. Et puis tout Euh, le monde n'aurait pas donné de nom. on peut parler je vais pas donner de nom, mais pour la plupart, de toute façon, l'état d'esprit doit être commun et doit aller dans le bon sens. Après, c'est le caractère de chacun qu'on changera pas. Donc c'est toujours plaisant. Quand je peux le croiser, on s'est croisé plusieurs fois. On s'est souvent par message ou par téléphone pour différentes choses. Donc le côté de garder le contact est toujours plaisant pour nous, en effet. Ça nous fait une belle carte de visite dans tous les cas, ça c'est sûr. Mais c'est valorisant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on travaille pas pour rien. Alors ça n'a pas de valeur, hein, parce qu'au final, il peut faire ce qu'il veut maintenant. Moi, ça me changera plus rien. Mais c'est toujours agréable en effet. Et après de croiser ces jeunes-là, quand Théo, il y a jusqu'à l'an passé, il y avait encore le Grand Prix de Pau, donc dans la ville de Pau en l'occurrence. Il n'y en a pas l'édition cette année. On croisait d'or pour une édition 2025. Mais ça, mis à part, quand Théo se déplace sur l'Autosport Academy, qui fait une manche tous les ans à Pauville, qui a gagné ce championnat-là, qui a gagné des courses, qui a gagné Monaco, c'est toujours un modèle pour les autres jeunes qui sont là, qui connaissent en effet, enfin, qui est passé par là, dans la même voiture que lui, dans les mêmes semis, les mêmes débriefs ingénieurs, les mêmes contraintes. Donc c'est toujours des modèles et c'est bien pour le coup que des jeunes qui ont une bonne image, qui font pas de déboires, qui ne font pas de vagues, au contraire soient toujours médiatisés. Enfin, ça tire dans le bon sens, je trouve. Et on a de la chance en ce moment, en plus, sans être chauvin, à avoir vraiment une représentation française dans le sport auto de haut niveau en monoplace. Oui, 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 c'est assez cyclique, on va dire. Alors ça, c'est peut-être des choses qui me dépassent au niveau
politique au niveau fédération, hein, parce que sont des choix, des investissements qui sont faits sur un sport ou non, mais c'est vrai qu'on a récemment, je dois dire, voilà, on a pas mal de représentants. Il y a Gasly, il y a Ocon. Alors, j'espère que j'ai oublié personne, mais il y a donc Leclerc, en l'occurrence, moi qui est monégasque. Hein, Non, on l'accepte. mais voilà. Et il y a eu Romain Grosjean, en effet, qui a un beau palmarès en Formule 1. Donc, c'est des choses qui sont bien pour nous, pour notre sport. Ouais. Et même un team, responsable de team. Tu as les Français avec Fred Vasseur, tu as les Ah oui, Anglais. oui, oui. Mais enfin, c'est toute une synergie, en effet. C'est-à-dire que si des pilotes ont marché, ça veut dire qu'il y avait une équipe en amont qui était là, des gens qui fonctionnent. Alors, c'est très international parce que les écuries, il y a pas de. C'est pas parce qu'une écurie. La plupart des écuries sont basées en Angleterre. En l'occurrence, beaucoup d'écuries sont basées en Angleterre ou en Italie. Mais le staff est international, donc, et on a une belle représentation en France. Les écuries de monoplace sont bien représentées et surtout sont percutantes dans leurs championnats respectifs. Je pense à Hard Grand Prix, je pense il y a Race GP, il y a pas mal d'écuries en monoplace, donc il y a Dams, en l'occurrence Dams, pareil, qui est une écurie en F2. Donc, le sport auto en France, ça a toujours été, enfin, pour les passionnés, ça a toujours été là. On n'est pas un pays fondamentalement qui est à fond derrière l'automobile, parce qu'on le considère encore comme un moyen enfin, beaucoup comme un moyen de locomotion. Mais c'est en train de changer. En effet, enfin, pour reprendre au final la première phrase quand on a démarré, mais c'est le sport automobile a un essor. Vraiment, les jeunes commencent à s'y réintéresser. Ce qui peut se faire notamment avec la course des youtubeurs. C'est là, il y a eu deux années organisées. GP Explorer. Le GP Explorer, voilà, je cherchais le nom. Tu me piques la question, mais vas-y. Eh ben, on rebondit dessus. Mais en effet, ça fait beaucoup de bien à notre sport, sport mécanique. Ça fait du bien à la monoplace, parce que c'est encore une niche dans les sports mécaniques. Donc, il y a une vraie image, enfin, ça se rajeunit. Tu vas en Angleterre, tu vas en Allemagne ou en Italie, il y a des sorties le dimanche en famille. Les gens vont ensemble faire un pique-nique sur le Nürburgring quand ça roulait, voir des roulages, aller voir des courses. C'est quelque chose qui existe. Alors, je suis pas en train, à l'inverse, de critiquer la France pour ça. C'est pas dans les mœurs, ça c'est pas. Tout le monde est libre vraiment d'aimer ce qu'il aime. Surtout qu'on peut dire le sport automobile, c'est pas un sport écologique, c'est pas. Mais enfin, c'est pas du tout l'idée que j'en ai, mais il y a la série Netflix qui a fait enfin, énormément de bien. Je crois qu'ils l'ont quantifié aux États-Unis d'ailleurs par rapport à un pays qui n'était pas très fan de Formule 1. Et j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que avant le Grand Prix du Texas, c'était 180 000 spectateurs. Et il y a eu l'année Covid. Ensuite, la série a fait son travail. Et ils ont enregistré l'année suivante quelque chose comme plus de 400 000 entrées. Donc, oui, enfin, la série Netflix, le côté un petit peu, enfin, plus médiatisé des coulisses de ce sport-là, en fait, a fait du bien. Le GP Explorer, je pense, a fait du bien, même si c'est. Parce qu'il y a des novices dedans, clairement. Et au final, c'est là où moi, ça m'intéresse dans le sens où c'est un petit peu notre cœur de métier avec l'école de pilotage. Il y en a certains qui n'avaient jamais roulé avant, qui se sont entraînés, qui ont fait cette course-là. Et d'avoir la possibilité de se mettre à un niveau professionnel, parce que c'est le cas. Au final, ils se sont mis dans le mode de course, ils ont fait des essences d'essai, de qualifs, de courses, prendre des risques humains. Parce que enfin, le sport automobile reste un sport dangereux. Beaucoup d'entraînement avant. Ils ont des journées de roulage. Ils ont des journées de roulage, donc ça a fait beaucoup de bien. Et surtout, ça surfe sur un moyen de communication moderne au final. Donc je pense que ça a été aussi la clé du succès sur ce côté-là. Et après, juste pour rebondir ce que tu disais par rapport à l'effet laboratoire, hein, la Formule 1, oui, est un laboratoire pour l'automobile. L'endurance l'est beaucoup. Pour le coup, parce que ce côté endurance, j'avais entendu dire que, je ne sais plus si c'est Michelin ou Total, mais qui collectait autant de données sur la course des 24 heures
qu'en une année de collecte à travers la France, où je crois que c'est ça en fait, pour récupérer le nombre d'informations, les données collectées par rapport au nombre de voitures, le nombre d'heures de roulage, les C'est énorme. données, c'est énorme. Et il y avait une anecdote sur Toyota, quand il s'était lancé en effet sur le programme Endurance. Les Toyota, un programme hybride, les Yaris hybrides, toutes ces voitures-là hybrides sont très développées maintenant. Et il se trouve qu'au début de l'histoire Toyota, ils avaient fait une simulation de bureau d'études, en fait, pour savoir combien de temps ils allaient mettre pour développer le côté hybride. Et de mémoire, ils avaient quantifié à 3 années de travail pour développer le système hybride. Ils ont lancé l'écurie avec la Toyota. Et ils ont dit, ben voilà, le championnat démarre en avril, on a 3 mois. Et en fait, ils ont développé l'écurie, tout est exacerbé, en 3 mois le système hybride, pour le mettre en place dans la voiture, et ensuite ils l'ont fait travailler comme ça. Et donc, mon avis, c'est lié, qu'on voit autant de véhicules hybrides de la marque Toyota, en l'occurrence, hein, je pense que c'est un vrai laboratoire, en effet, dans tous les cas, ça sert de laboratoire. Faut pas le justifier comme tel que, c'est pas un laboratoire, mais ça sert en effet de l'air hybride. Au final, les Formule 1 sur les moteurs turbo-compressés, il y a 40 ans, on avait fait ça, on avait trouvé ça génial. Après, on a arrêté parce que ça prenait des proportions dantesques. Et maintenant, on s'est aperçu que ça peut être au service, en effet, un petit peu des choses un peu plus écologiques, des rendements meilleurs, des fonctionnements meilleurs. Donc, tout ce qu'on peut faire, il y a un côté loisir en sport automobile, mais au niveau développement technique, ça servira toujours à tout le monde. Donc, Et les F1 qui sont hybrides aussi. les F1 sont hybrides, tout à fait. Oui. On est sur des moteurs à très petite cylindrée. Ils réduisent ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire que la taille des moteurs a énormément été réduite au niveau de la cylindrée pour augmenter. On s'est aperçu que ça a amélioré les rendements. Politique très. Alors, États-Unis mis à part, hein, parce qu'on est toujours dans le culte quand même de la grosse cylindrée, les V8, les muscle cars, ça reste culturel aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en Europe, hein, on a cette tendance-là à réduire en fait la taille des moteurs pour réduire les émissions. On améliore les rendements, on réduit les émissions. Tous les moteurs sont turbo-compressés maintenant, quels qu'ils soient, sur n'importe quelle voiture pour améliorer les rendements. Donc il y a un côté en effet actuel, si on peut dire, sur la pratique et sur la construction des voitures. Et ce que tu expliquais par rapport au GP Explorer, parce que je ne voulais pas te couper, une anecdote là-dessus. Non seulement tu as des pilotes qui n'avaient jamais roulé un F4, mais je sais qu'il y a un créateur de contenu qui n'avait même pas son permis et qui a dû passer son permis pour pouvoir faire le GP Explorer. Donc, la première voiture qu'il a touchée, c'est une F4. Ouais, bah c'est ça. Bah, attention, bah, il est jeté dans le grand bain parce qu'au final, quand on a les jeunes, on est de 15-16 ans, C'est le cas. c'est le cas. Mais bon nombre de pilotes, en plus, n'ont jamais touché un embrayage. Donc, la première et la veille d'un roulage, on est sur le paddock. On n'est pas sur le circuit, on est sur le paddock avec 500 mètres ou 600 mètres de ligne droite devant nous. On leur apprend à lâcher l'embrayage. Plutôt que de perdre du temps le lendemain à démarrer des box à caler 20 fois, on est sur le paddock, on leur apprend à lâcher l'embrayage. C'est souvent, même si les boîtes sont robotisées, hein, la gestion de l'embrayage, il reste un embrayage la confusion est souvent faite, c'est pas une boîte automatique. On a des boîtes à palettes, on a 3 pédales. Alors l'embrayage peut être au volant ou au pied, mais dans les voitures classiques, on va dire d'amorce championnat, on est sur des embrayages, donc on leur apprend à lâcher l'embrayage comme une auto-école. Donc oui, il n'y a pas besoin de permis au final pour rouler en compétition. C'est vrai que le cas du GP Explorer donc, va toucher un public un peu plus jeune. Comme tu l'as dit, avec un mode de diffusion moderne sur Twitch, avec tous ces créateurs de contenu qui font des vlogs et qui vont alimenter les journées de roulage, etc. Et ce qui m'a impressionné, donc c'est la deuxième année, ce qui m'a impressionné, c'est que dès la première année, dont Squeezie, son équipe, ils ont été très bons parce qu'ils ont vraiment voulu montrer une belle image, déjà du sport auto, et vraiment, eux aussi, apporter une image professionnelle. C'est-à-dire que je crois que le réalisateur du GP Explorer, c'est le réalisateur des 24 heures de Mans. D'accord. Ah, ben, de toute façon, il n'y a pas de fin. Tout s'explique et il n'y a pas de secret. Mais il est vrai que c'est la chance qu'ils ont eue, notamment. Je pense qu'ils auraient pu faire un autre sport, ça aurait peut-être aussi bien fonctionné. Clairement, parce qu'ils ont une grosse communauté, ils l'ont très bien fait. Je veux dire, quand on arrive avec des gens passionnés, des gens qui font les choses bien, à présenter quelque chose,
bah, ça fonctionne pourquoi après une Coupe du Monde de rugby, il y a les écoles de rugby qui ont un essor parce que ça plaît, parce que ça le montre aux gens, tous les sports c'est comme ça. Donc là, ils se sont attaqués au sport auto. Alors, enfin, c'est pas pour me déplaire, hein. Attaqué dans le bon sens du terme, ouais, attention. Attaquer dans le bon sens du terme, en effet, hein. Mais enfin, c'était un de leurs loisirs et ça a fonctionné. Ils ont une grosse communauté. Ils ont des gens qui suivent, des gens qui sont passionnés. Et je m'aperçois, alors ça c'est une analyse qui est très personnelle, mais les gens maintenant qui aiment quelque chose, j'ai l'impression qu'ils le font à fond. Mm. Donc ça a permis cet engouement, ça a permis une deuxième année enfin, encore plus grosse que la première, si j'ai bien compris. Ouais. J'ai pas suivi personnellement, Pour le record mais français, ça fait partie, je crois, des top 5 de de rediffusion, diffusion ouais, mondiale. c'est un gros événement. Alors je regarde pas tous les événements, c'est pareil. Enfin, il y en a beaucoup et il y a des fois je débranche un peu, je déconnecte un peu, mais je sais que ça fonctionne. Et en l'occurrence pour nous, mais ça, c'est quelque chose enfin, qui va dans le bon sens. Je veux dire, il y a un côté loisir, il y a un côté humain, ça. Il y a un côté peut-être préparation. Donc pour ça, les jeunes dans l'école de pilotage le voient un petit peu moins, le voient que le côté loisir, mais ça, enfin, je trouve ça très bien. Ça touche mon sport et je trouve ça une très bonne chose. Oui, ça permet de le vulgariser Ouais, et en même temps d'apporter une bonne image, puisque dès la deuxième année, il y a eu sponsor par Alpine, ils ont fait venir des F1 pour faire du roulage. Il y avait Esteban Ocon et Pierre Gasly. Enfin, je veux dire, ah oui, oui, quand tu apprécies le sport auto, tu as ces gens-là devant toi, c'est génial. c'est très bien parce qu'ils ont réussi à rajeunir un petit peu ce public, attirer d'autres mondes parce que je pense que, alors je suis pas sûr que, sans être péjoratif, mais les anciennes générations aient forcément suivi ce fonctionnement-là parce que ça restait de l'exhibition malgré tout. C'est une course, c'est pas intégré à un championnat, il n'y a pas d'enjeu, mais ça a touché pas mal de monde donc, et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Donc, enfin, c'est au final mon métier, mis à part de l'ingénieur de piste, mais le côté école de pilotage maintenant, c'est exactement mon métier. C'est prendre des gens qui sont novices. Quel est leur objectif? Est-ce qu'ils veulent se faire plaisir? Comment ils veulent se faire plaisir? Ben, vous voulez aller jusqu'à la compétition, ben, c'est très bien. Faites-le, continuez, on vous donne l'opportunité de le faire. Donc, après, Tu commences à le ressentir maintenant depuis donc cette surmédiatisation ou cette médiatisation à un plus haut niveau du sport auto, de la F1 et d'autres sports depuis 5-6 ans. Vous commencez, vous, à le ressentir en école de pilotage, cette envie de cette jeune génération qui ouais, veut s'approprier ça? ouais, vraiment. Sur le côté purement sport méca, vraiment compétition, il y a un impact, mais il ne change pas peut-être la manière de travailler, la manière avec les réseaux sociaux, la manière de communiquer. Maintenant, les écuries ont des chaînes, des choses comme ça, les teams, pareil. Ça, on s'est adapté à ce côté-là. Par contre, sur le côté loisir et que le pilotage, oui, il y a un vrai changement. La première chose, et qui n'est pas des moindres, c'est que le sport auto, c'était quelque chose qui est très masculin, et qui est encore très masculin. Mais ça l'a démocratisé au niveau des femmes. On a de plus en plus de femmes, alors en l'occurrence de jeunes, hein, qui se lancent à le faire parce que ça paraît accessible. Ça paraît bien souvent, nous, le métier d'école de pilotage et le métier de loisirs sont des cadeaux. Donc ça va être les femmes pour les hommes. Ce sont des statistiques qui sont là. 80% des stages, c'est les femmes pour les hommes. Et en l'occurrence, la clientèle a rajeuni. L'engouement pour la monoplace, parce que dans le stage de pilotage, on connaît principalement les GT d'exception, tous les stages en Ferrari, Porsche, c'est des choses qui font rêver, mais ça va être un cadeau qu'on va offrir à une personne qui a 30-40 ans peut-être. Et c'est vrai que maintenant, on a une clientèle plus jeune qui s'intéresse à la monoplace et surtout masculin et féminin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a un vrai, depuis 4-5 ans, il y a une vraie ouverture d'esprit dessus. On a de plus en plus de femmes qui se lancent à le faire. Et après, le côté dur, compliqué, macho, alors je peux comprendre hein, que ça plaise pas. Aux femmes, ça reste masculin, ce côté sport automobile. Et tu l'as dans Euh, d'autres sports, le rugby, le foot, t'en parlais tout à l'heure, c'est pareil. mais exactement, Et ça se démocratise. c'est dans beaucoup de sports. Dans tous les cas, enfin, pour le moment, alors je sais que le cyclisme tend à le démocratiser et fait des efforts dans ce sens-là, au niveau des primes. Récemment, le tennis aussi. Parce que les deux gagnants de l'US Open, Oui, c'était depuis plusieurs années, les voilà, hommes et les femmes touchent le même montant. ont la même somme. Mm. Alors voilà, donc il y a un côté médiatisation qui est différent, certes, parce que la cible est peut-être pas la même. En effet, enfin, la clientèle aussi regarde ça. Donc
Ça, c'est un autre côté, mais il y a un vrai engouement homme-femme qui est lié à ce côté. Netflix, ça m'arrive de parler, des fois on parle d'anecdotes et d'avoir des gens qui disent: «Ah mais t'as connu Daniel Ricciardo, comment il est? Tu connais?» dire: «Ah mais c'est vrai ce qu'on dit sur lui», donc en plus alors, Daniel Ricciardo c'est un personnage, hein, dire c'est un Australien qui a un sourire permanent. Horner il disait quand on parle avec lui dans la radio alors qu'il est dans la voiture, on a l'impression de boire le thé à côté de lui tellement il est posé, mais c'est vrai. C'est vrai, de mon expérience, de mes souvenirs, quand on est à la radio, c'est quelqu'un qui est posé, qui est toujours, qui est toujours chaleureux et qui te donne de l'envie. Donc oui, oui, ça fait. Alors ça, c'est marrant parce que les gens ne s'imaginent pas en arrivant dans une école de pilotage, rencontrer des gens comme ça et on arrive à parler de Norris, on arrive à parler de Ricciardo, on arrive à parler. Et pour des gens qui viennent découvrir ça, qui n'ont jamais connu ça de leur vie, et avoir une expérience en monoplace. Donc ça, c'est fantastique, c'est ce côté-là. Enfin, moi, je suis très heureux d'avoir eu ce parcours et de continuer de faire le lien, pas simplement à dire, enfin, je fais ce métier-là, mais je fais ma passion, en fait. Je parle de ma passion, je fais ma passion, et que ce soit en compétition, c'est de manière plus égoïste, parce que c'est pour une personne ou pour du loisir. Tu parlais des jeunes qui viennent te voir pour ce côté loisir. On a parlé tout à l'heure de ceux que tu accompagnes pour monter dans la compétition. Comment tu les prépares mentalement à l'étape d'après? Parce que comme tu l'as dit, tu te retrouves avec 5-6 personnes pour une voiture, à se retrouver, donc on parlait de Do Pourchère ou d'autres, Daniel Ricciardo, à se retrouver avec 61 G pour deux voitures. Comment tu prépares à l'étape d'après? Parce qu'il y a vraiment aussi une préparation, qu'elle soit physique, mais surtout mentale et psychologique. C'est très progressif. En fait, alors, mon métier de base, moi, il reste autour de la compréhension de la voiture, l'analyse du pilotage, l'analyse de la voiture et la manière, on va dire, de gérer les premières courses. Après ça, petit à petit, on s'est équipé, entre guillemets, on s'est entouré de personnes qui avaient des compétences qui ne sont pas les nôtres sur la structure avec laquelle on travaille, et pas mal de jeunes font partie. On travaille avec des sophrologues, on va travailler avec des psychologues, on va travailler avec un posturologue. Il y a des préparateurs physiques, en fait. On va essayer, c'est un regroupement. Encore une fois, il y a le côté compétition avec l'équipe, mais la préparation, c'est le travail de plus de personnes autour de ce pilote-là. Donc, comment il s'y prépare, c'est très progressif. C'est-à-dire que la grosse différence entre la compétition et l'école de pilotage, c'est le côté professionnel ou loisir. C'est-à-dire qu'on reste sur une base de passion, bien entendu, mais on est là pour travailler. Donc c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont mises, il y a des objectifs de travail qui sont mis. Moi, dans la préparation que j'applique, on va essayer de se préparer mentalement. Il y a tout un tas de compréhension de la part du pilote. Il y a le côté pilotage, mais il y a le côté compréhension de la machine qu'il a entre les mains, des conditions qu'il a, dans quelle situation il est. On en parlait tout à l'heure, une gestion de qualification est différente d'une gestion de course. Il y a un stress qui est différent. En course, on doit gérer les 22 autres à l'instant T. En qualif, c'est son moment, entre guillemets, à part une gestion de trafic peut-être, de positionnement. Donc, mais ça, c'est des choses de par mon métier, mon expérience, je vais travailler avec lui. Des mises en stress, hein, tout simplement. Il y a cette gestion du stress simple qui peut être fait dès des séances d'essai. Et par la suite, au fur et à mesure, de la même manière que les voitures grossissent, l'encadrement grossit et c'est l'implication du pilote qui va gérer ça. C'est-à-dire que si le pilote en lui-même perd un peu de motivation ou perd l'objectif, il va pouvoir décrocher. C'est-à-dire que ça va être une surcharge de travail, que ce soit mental, que ce soit même l'alimentation est très importante. Donc ce sont des choses qui vont petit à petit, et quand on va monter catégorie en catégorie, par exemple, l'exemple tout bête, mais l'Autosport Academy, on a à peu près un ingénieur qui va s'occuper de 4 pilotes dans la structure. C'est une prestation qui est fournie, tous les pilotes ont la même voiture, la même structure, les ingénieurs tournent. Après, il y a les catégories, on va dire, de monoplace, type Formule 4 nationale. Italie, Allemagne sont les championnats assez relevés, donc il va y avoir un ingénieur peut-être pour un ou deux pilotes. Formule 3, on va arriver déjà à un effet inverse. On va avoir un pilote pour deux ingénieurs. Un qui va être sur toute la partie pilotage et l'autre qui va plus être sur la partie data, qui vont se complémenter en fait, hein. Il va y avoir un ingénieur data qui va aider l'ingénieur piste, et tout simplement, le but est de maîtriser tous les paramètres en fait. Donc si à chaque fois on l'externalise, c'est-à-dire que ça ne va pas être au pilote à l'instant T de réfléchir. Quand il est gamin, quand il est dans sa voiture, c'est lui qui doit tout gérer.
Ensuite, on va lui donner des outils, on va lui donner des réflexes, et plus on va passer dans le domaine du non réfléchi, plus on va passer dans le domaine pour plein de choses de l'inné, ou De l'automatisme. de l'automatisme, plus la gestion des événements à l'instant T, meilleure sera la gestion des événements à l'instant T. Donc c'est tout un travail là-dessus que moi j'essaie de leur appliquer à ces jeunes. Alors des fois ça fonctionne, des fois non, c'est-à-dire que la quantité d'information peut être trop importante aussi, il y a ce côté-là, compréhension de l'information. Il peut y avoir la première problème aussi, barrière de la langue. Si voilà, donc la langue utilisée c'est l'anglais, c'est réglementaire, hein, c'est-à-dire qu'après dans les catégories on n'a plus le droit de parler autre qu'anglais dans les radios parce que c'est contrôlé, mais ça fait partie d'un paramètre. C'est-à-dire que déjà il va falloir maîtriser l'anglais au point de pouvoir s'exprimer. C'est vraiment une catégorisation. C'est sûr que ça peut paraître surprenant, mais ça se fait très progressivement et il suffit de bien, comme toujours, enfin, il suffit de savoir bien s'entourer. Et après, tu parlais du côté pression. Moi, j'en vois deux comme ça de l'extérieur, au niveau du pilote, si on se met à sa place. Il y a la pression au niveau de l'enjeu, parce que plus tu gravis, plus on mise sur toi, Mm. plus on investit sur toi, et qui dit investissement dit besoin de résultats. Il y a aussi la pression qui est très particulière dans ce sport, où la seule personne que tu dois battre, prioritairement, c'est celui qui est au box à côté de toi, parce que c'est le seul que tu peux comparer, parce qu'il a la même voiture que toi. Ouais. C'est dingue. C'est-à-dire qu'ils sont équipiers. Ils ont le même matériel à la base. Voilà. Ils ont le même matériel à la base. Et de toute façon, c'est déjà le cas dans les écuries en amont, parce qu'il y a plusieurs pilotes au sein de la même écurie qui a la même stratégie. En arrivant en F1, il ne reste plus que deux voitures dans l'écurie. Au départ, on est sur des bases de 4-5 voitures, et petit à petit, on va sur deux voitures sur les catégories. Mais il faut le voir un petit peu comme une manière de se dépasser. En fait, c'est un adversaire de plus, mais c'est aussi un atout. Il faut bien imaginer que les ingénieurs qui développent la voiture pour un pilote, ils ont le même matériel, et les ingénieurs de l'autre côté, alors certains communiquent, d'autres ne communiquent pas, mais l'objectif numéro un de l'écurie, à la base, que ce soit son pilote 1 ou son pilote 2, c'est d'aller gagner. Donc il va, dans les deux pilotes mis à part, dans les deux box, on va essayer de tirer la quintessence de la voiture. Et s'il y a quelque chose qui est fait intelligemment, ou si le management de l'écurie est fait intelligemment, si on trouve quelque chose qui marche sur une voiture, on va aller l'appliquer sur l'autre voiture. Et advienne que pourra, enfin, battez-vous après à armes égales et battez-vous entre vous. Il y a souvent eu des écuries qui ont dominé leur sujet, leur saison, et la guerre était interne. On n'était pas à savoir si on allait être champion du monde, mais savoir lequel de notre pilote allait être champion du monde. Oui, Donc, surtout Mercedes, à une époque. voilà, exactement. Mais ça, bon, ça c'est à la limite, ça c'est quand tout le monde a bien bossé et c'est la finalité. On peut pas rêver de mieux. Mais en effet, il y a le côté, enfin, il y a cette pression-là, il y a le côté, tu le disais, financier, il y a l'objectif de résultat, et il faut être capable. Mais c'est une gestion. C'est une gestion, que ce soit même la gestion politique ou la gestion de la carrière. On sait que peut-être le résultat de cette course va avoir un impact sur le reste, ou alors on ne sait pas pourquoi, mais il y a le responsable de la structure qui veut nous suivre, qui est présent là sur cette course. Ça va rien changer enfin, à son résultat. Lui, il voit juste un jeune s'il doit investir ou pas, mais par contre, le fait de la présence physique peut ajouter du stress, et ça, c'est une préparation. Pour le coup, c'est de dire, ben voilà, le moment, enfin, c'est moi avec mon volant, ma voiture, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là et comment je dois en tirer le meilleur. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui va gérer tout, en fait. C'est une voiture, certes, mais il y a un pilote, il y a une gestion et il y a un facteur chance. Il y a, L'alignement des planètes. il y a un facteur chance, et c'est comme tout ça, on peut pas savoir la fiabilité de la voiture, une prise de décision. Il y a malheureusement des pilotes qui ont des problèmes de prise de décision. À l'inverse, il y en a certains qui ont toujours des éclairs de génie. Enfin, Alonso, enfin, en l'occurrence, si on doit parler de ça, mais quand on parle d'Alonso, c'est pas un pilote que j'apprécie dans son style de pilotage. Chacun a son style, mais par contre, il y a une prise de décision qui est phénoménale, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de pilote de samedi pour ceux qui réussissent les qualifs, ou le pilote du dimanche pour qui font de très bonnes courses. Quelle que soit la prise de décision, elle va très souvent dans le bon sens, et ça implique le gain de place. Donc c'est tout un paramètre, c'est tout un tas de choses. C'est ça qui est plaisant aussi, c'est que ça reste un sport mécanique, mais il y a un côté humain, et il y a un côté aléatoire à tout ça. Il y a un côté équipe, pourquoi on va prendre cette décision, pas cette décision-là. C'est pas une personne, c'est pas qu'un... Et c'est du travail de long terme, en fait. Tu parlais de carrière. Quelle est la chose la plus importante que tu as appris toi dans ta carrière jusqu'à maintenant?
C'est peut-être de toujours, enfin, mais ça, j'ai l'impression avec le recul, de toujours progresser, de toujours imaginer qu'on peut aller chercher plus, de toujours avoir, de pas se dire que quelque chose est acquise et qu'on a enfin, de toujours développer parce qu'au final, il y a des jeunes qui arrivent et qui vont avoir une vision différente de la chose. Et si moi de mon côté je vais pas aller chercher cette information-là ou si je vais pas chercher à toujours, donc c'est toujours des opportunités, il n'y a rien qui est écrit d'avance. Et c'est de toujours rester ouvert d'esprit. C'est vraiment la chose. C'est facile dans notre sport, pour le coup, parce que c'est médiatisé, deux, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup. Les techniques de base ne changent pas. Newton, il pourrait écrire un livre sur le pilotage, hein, c'est de la physique, hein, mais c'est voilà, c'est de toujours rester au fait de ça et de pas rester sur ses acquis. Voilà, c'est pas un passé qui va faire pour le coup le futur. Quelles sont tes sources d'inspiration hein, au quotidien ou dans le long terme? Hein? Qu'est-ce qui t'inspire et te motive? Je suis pas quel Alors, c'est très étrange, je suis pas quelqu'un qui est très, je vais pas dire ouvert sur l'extérieur, mais je reste pas je regarde pas la télévision, absolument pas du tout. C'est vraiment, enfin, je sais pas dire en termes de minutes combien je la regarde par, mais je prends pas de source extérieure. L'actualité, au final, je la prends comme ça. Peut-être, je sais pas répondre à ça. Peut-être voir les jeunes qu'on a fait progresser et qui arrivent à l'aboutissement, de continuer comme ça, de toujours faire plaisir, de toujours rester moi-même en fait. C'est ça, par contre, ça c'est quelque chose. On en a parlé dans d'autres sujets, mais je vends pas ma personne. Je suis pas égocentré et au contraire, je fais ce que j'aime. J'ai la chance d'arriver à en parler et beaucoup de le transmettre, hein, parce qu'il y a des gens qui sont formidables mais qui n'arrivent pas à transmettre. J'aime le transmettre. L'école de pilotage permet aussi ce côté-là. Et c'est de toujours continuer à se faire plaisir. Parce que voilà, le sport auto, ça a été un choix de carrière. Je me suis toujours dit, tant que j'arrive à en vivre, je continue dedans. C'est pas, enfin, c'est quand même un métier niche, hein, ce que je faisais à la base. On n'était pas nombreux, des ingés de piste en France. Alors, si je ne vais pas dire, il n'y a pas une centaine, mais bon, je pense que si on est une centaine, c'est le grand max. C'est vraiment un métier de niche. Voilà, c'est ça. Donc ça se développe, il y en a plus, mais tant que j'arrive à en vivre, maintenant j'arrive à en vivre convenablement. Je recherche pas l'argent, je recherche pas la gloire ou les couronnes, mais ça me fait plaisir de le transmettre, ça me fait plaisir d'en parler et de toujours. Enfin, je me lève tous les jours, tous les matins, je suis content de faire ce que je fais. Et c'est peut-être ça, c'est de continuer toujours à me faire plaisir. C'est vraiment un objectif et c'est ce qui me motive, toujours être meilleur. Je vais pas dire ne pas décevoir, parce que ça serait penser à moi, mais au moins transmettre toujours du plaisir et faire plaisir en fait, par mon métier, faire plaisir à ça en fait. Ta philosophie de vie, transmettre et prendre du plaisir? Ouais, c'est peut-être ça en fait. Enfin, j'en fais pas un leitmotiv, vraiment de transmettre. Je suis pas un prof, hein, je suis pas, c'est pas ma vocation, mais de tirer la quintessence de ça. Je me suis mis dans le sport auto, ça m'a plu. Je sais pas dire si aujourd'hui, si plus jeune, j'avais eu d'autres opportunités pour d'autres choses, mais j'ai toujours fait à fond. Par contre, ça c'est sûr. Une vraie, enfin c'est vraiment ça. C'est toujours faire à fond ce que je fais et peut-être faire moins de choses, mais les faire bien. Si tu prends du recul, que tu vois le Julien enfant ou ado, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu as avancé dans le temps? À refaire, si c'était des choses à refaire, Je sais pas. j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que on parlait tout à l'heure de mon rêve d'enfant qui était ce côté pilote Pilote? d'avion. Alors c'est un rêve de beaucoup de gosses, hein. Mais enfin moi j'ai tout fait pour en l'occurrence parce que ça a été plus que mon rêve, ça a été un choix de carrière scolaire si on peut dire. Mais je regrette strictement rien, j'apprécie chaque moment et enfin c'est un vrai plaisir, en l'occurrence de se retrouver là à en parler, c'est un vrai plaisir et il y a peut-être des choix, mais en l'occurrence qui sont pas faits avec tous les outils, qui sont pas faits avec toute la maturité qu'on peut avoir. Et encore, je pense qu'il reste pas mal d'années, donc c'est ce que je me dis toujours. Je vois le peu d'années que j'ai fait jusqu'à présent. Je vois la longévité de certains et je me dis, mais j'ai encore pas mal de choses à trouver, à découvrir, à changer. Le sport auto reste quand même un métier jeune.
Euh, je veux pas être le vieux qui est réfractaire au milieu des jeunes et tout. De toute façon, ça, je le comprends, j'espère le comprendre en quel cas, mais il y a encore plein de choses à découvrir et ça évolue tellement. Je vois comment j'ai évolué, je vois comment le sport a évolué. Ça reste, enfin, encore une fois, enfin, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment un métier passion, donc bon. J'ai pas de regrets et enfin, si je dois dire quelque chose, c'est vraiment continuer, vivre ce qu'on a envie et continuer à fond tout le temps. Il y a des échelles, il y a des choses qui sont des paliers qui sont plus durs à monter, il y a des déboires, mais bon. Enfin, moi, j'ai cette chance-là vraiment. J'ai vraiment cette chance-là de faire ce que j'aime et c'est des opportunités. Après, là-dessus, je vais pas le cacher, je parlais de la chance tout à l'heure, mais bon, il y a un côté chance sur certains choix, c'est comme ça. Et y croire toujours aussi. Ouais, ça, par contre, ouais, bah, ça, c'est vrai, Bourdeaux, mais enfin, faut y croire. Faut pas être seul. Là, on part dans des sujets un peu plus Mm. larges, mais faut toujours être. Alors, on dit être bien accompagné, c'est compliqué de faire les bons choix, mais je pense que le côté. Mais ça, après, ça vient du sport auto en général, ce côté équipe. J'ai eu comparé ça des fois un petit peu à la catégorisation, hiérarchisation de l'armée sur les preneurs d'ordre. Alors malheureusement pas avec le même but, mais c'est vrai il y a une catégorisation, chacun a son poste et ça va dans le bon sens en fait. Donc quand on est au travail, ben, il y a une manière de travailler, il y a une manière d'avoir en fait de donner des ordres, de recevoir des ordres pour un but commun en fait. C'est un but commun, donc c'est ça qui est bien, c'est que ça arrive à des choses à la fin. Il y a un côté financier mais il y a un côté humain et toujours, ouais, faut croire, faut s'entourer et il n'y a pas grand-chose qui marche seul. De toute façon, dans tous les cas, Mm. un cerveau peut pas rivaliser avec deux. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour résumer. Ben, c'est peut-être ça. Mais même nous, même seul, on va C'est pas pas plus de vite. moi. Non, ben, en l'occurrence, nous, enfin, seul, on va pas encore. Enfin, malheureusement, mais oui, en effet, il faut savoir s'entourer et à défaut de savoir, il faut le tenter, il faut l'essayer. Et je pense que c'est déjà d'apprentissage et de développement. À qui tu penses pour prendre ta place la prochaine fois pour parler de sa passion, de son vécu, de ce témoignage que tu nous as apporté et qui pourra peut-être, je l'espère, inspirer certains d'entre vous? À qui je pense? Question piège. Bon, on va pas dire qu'on a préparé les questions en amont, mais je sais pas dire. Après, peut-être le profil, c'est sûr. Les sportifs, c'est toujours créateur d'émotions, c'est toujours des carrières qui sont dures derrière parce que c'est un vrai choix de vie. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des gens qui sont inspirants, pas forcément du résultat, mais il y a des gens qui sont inspirants, dont on apprécie écouter parler, et un choix de carrière où ça peut toujours donner des idées, non pas dans un domaine, mais les sportifs pour moi sont quand même une bonne source d'inspiration. Après, il y a toujours des chefs d'entreprise, il y a toujours des gens qui ont eu des idées ou des parcours un peu atypiques, et je pense qu'à chaque fois, en effet, c'est de prendre plaisir d'écouter des gens. Je dis pas d'apprendre, mais l'apprentissage c'est différent de l'écoute, mais écouter et peut-être ouais, comprendre qu'il y a plein de parcours différents, il y a plein d'opportunités, et au final, c'est quand même beaucoup d'opportunités. C'est vraiment ce qui ressort de tout ce que j'ai pu, des gens que j'ai pu voir, des gens qui ont des palmarès. C'est bien, enfin, bien souvent, il y a toujours un moment donné où j'ai fait ce choix-là, j'ai fait cette. Donc, faut pas hésiter, faut pas faire des choix idiots, faut pas faire des choix bêtes, mais faut oser. Ça tombe bien parce que des sportifs, on en a eu à ce micro, on en aura d'autres. Donc, tu as raison de citer les sportifs, c'est toujours hyper inspirant de par le parcours et surtout leur résilience. C'est quelque chose Ouais, qui m'impressionne. il y a un côté humain, enfin, Ouais. il y a un côté physique, on peut dire, parce Mm. que c'est pas le seul choix de faire une carrière professionnelle, on va dire, dans le milieu entrepreneurial. Là, enfin, c'est pas suffisant. Eux, pour le coup, ils ont une résilience, ils doivent avoir une résistance. Il y a le côté humain, ils entretiennent leur corps aussi, donc il y a vraiment. Voilà. C'est pour ça que les carrières sont courtes aussi, hein, parce que Ouais. c'est très. Enfin, on dit un sportif arrête sa carrière à 35 ans, mais enfin, faut le faire. Pour arriver au niveau, faut le faire. C'est la famille, c'est des choix, les amis. Donc, au-delà de l'aspect financier de la carrière, faut le faire. Dans tous les cas, milieu peut-être professionnel, entrepreneurial est plus âgé parce que ben, c'est des déconvenus, c'est de l'expérience, ça s'acquiert comme ça. Le milieu sportif, on prend des jeunes parce que physiquement ils sont là, mais ils sont toujours encadrés par des gens qui ont de l'expérience en fait. Donc l'image sportive est plus jeune, mais l'encadrement reste le même qu'une société qui fonctionne. Alors,
y a plein de sociétés, des startups qui sont encadrées par des jeunes qui fonctionnent énormément, mais l'expérience a quand même sa part d'importance. Merci à toi, Merci, Julien. merci Fabien, c'est un vrai plaisir. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Je te dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.